avec le dos triacontane. Mais j'arrive. Ok, j'arrive là-dessus. Vas-y. Ouais, c'est les aléas de la visio. Hein. La vie autour de soi continue. Hein. Est-ce que je peux passer à une page suivante pour l'exercice 15? Yep. J'ai perdu Alain, là. Alain est toujours là ou pas? On a perdu Alain. Ah, ça marche. Exercice 15. Alors, exercice 15. De quoi s'agit-il? On caractérise à la réception de 5 polyéthylènes commerciaux de provenance diverses. On procède à une série de mesures. Donc, on a 5 polymères différents. On fait une DSC, on a une température de fusion, on a un delta H et on a un ρ, on verra après, donc masse volumique. Ok. Delta H, c'est l'enthalpie de fusion, ρ, c'est la masse volumique, on est ok. On nous dit la chaleur de fusion du deutériacontane est de 270 10 puissance 3 joules par kilo. Calculez les taux de cristallinité de ces 5 polyéthylènes. Alors, première chose à laquelle il faut faire attention. Dans le tableau, j'ai ça. Donc, le delta H de l'échantillon, il est égal à quoi? En joules par kilo. La valeur indiquée fois 10 puissance 3. La valeur indiquée fois 10 puissance 23 ou 3? Moins 3. C'est 3. Donc, pourquoi? Ah ouais, j'aimerais. Ouais. Non, mais c'est pas grave. En fait, c'est justement pour ça que je vous alerte. Hein. Quand on écrit delta H, 10 puissance 3 à l'extérieur de la parenthèse sur l'unité, ça veut dire que delta H1 fois 10 puissance moins 3 égale 244,9. Ce qui veut dire que mon delta H1, c'est 244,9 fois 10 puissance 3. Par contre, si on écrit... Ok. On vous dit delta H 10-3 en joules par kilo. Ça veut dire que pour mon premier, vous n'avez pas le droit d'écrire ça, maman. Alors, delta H1 10 puissance moins 3 égale 244,9. Donc, pour retrouver mon delta H1, je vais être obligée de multiplier à gauche et à droite par 10 puissance 3. Ouais? Gabi? Erreur de manip, Gabriel? Ok, ça marche. Par contre, si on écrit ça, bon, si on écrit bien, parce que Madame Mien, au bout d'un moment, elle écrit comme de la merde. Si on écrit ça, hop, oui, delta H1 égale 249 10 puissance 3, puisque
Je prends la valeur, je la multiplie par 10 puissance 3. Vous voyez le bail? La boulette? Donc ça, c'était la première boulette possible. Je vois pas. Fais attention, il n'y a pas de souci. Vous voyez la différence là? Je sais, maman, je sais. Donc, Danushika, qu'est-ce qui n'est pas clair? Dites-moi. Il faut juste faire attention à... Ouais, voilà. Là, je suis dans la parenthèse. Ça veut dire que ma valeur qui est donnée, je la multiplie par ce qui est dans la parenthèse. Ici, elle est à l'extérieur de la parenthèse. Ouais, je sais bien que c'est vicieux. Ok. Donc ça, c'était le premier... le premier truc un petit peu problématique pour vous. Après, mon autre question, c'est quoi la structure de polyéthylène? C'est quoi la structure chimique du polyéthylène? Personne ne se rappelle le polyéthylène? Ouais, nickel. C'était juste le temps de l'écrire. CH2, CH2, N fois. Ok. Et on nous parle de deux triocontane. Donc C32, H66. Donc effectivement, c'est comme si on avait CH3, CH2, tac, tac. Super, Jessica. Ça va? Alors, elle est revenue, mais elle est repartie. Voilà. Qu'est-ce qu'on se dit là quand on voit les deux structures chimiques? En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de calculer une cristallinité. On est d'accord? La cristallinité... Non, on ne fait pas de tableau. La cristallinité, on a dit que c'était quoi? Une des façons de l'écrire, c'était d'écrire la chaleur de fusion, l'enthalpie de fusion, par rapport à une enthalpie de fusion 100% cristallin. Ouais. Et donc là, on se dit quoi? Là, on a une molécule qui est de structure chimique finalement proche de la structure chimique du polyéthylène sur une molécule organique. Et on va considérer du coup que le delta HF qu'on nous donne dans l'exercice du triacontane, ça correspond au delta HF du polyéthylène comme il était 100% cristallin. Momo, je t'écoute. Le terme chaleur de fusion, c'est température de fusion. C'est l'enthalpie de fusion. Ah, encore un piège. Merci. Alors, qui me parle? Xavier. C'est moi. En fait, avec notre delta H qu'on a, qui est notre delta H à 100% qui nous est donné dans la question 1, on retrouve notre température de fusion, c'est ça? Non, chaleur de fusion, en fait, regardez l'unité, c'est des joules par kilo. En fait, la chaleur de fusion, c'est l'enthalpie de fusion. On a juste à faire notre delta HF qu'on a à 100%. On le met en dénominateur et on retrouve notre X, en fait, qui est notre taux de cristallinité pour chaque essai qu'on a, des 1, 2, 3, 4, 5. Ouais,
Ok. En fait, vous considérez que le delta HF du Dautriantane qu'on vous donne là, c'est votre delta HF 100% cristallin. Et donc, du coup, vous pouvez calculer votre cristallinité en faisant le delta HF qui est dans votre tableau divisé par 270 puissance 3. Madame, comment on est censé savoir qu'on est à 100% pour le C32H66? Parce que c'est une... Parce que, alors, ok, on va le faire à l'inverse. Comment vous pouvez calculer votre cristallinité autrement en considérant que la chaleur de fusion qu'on vous donne, c'est 100% cristallin? Il n'y en a pas. Ok. D'accord, donc on part du principe. Donc on fait l'hypothèse. Ah ok, donc c'est intuitif en fait. On se dit, on nous donne une valeur, il faut qu'on l'utilise. Alors attention, parce que ça aussi, de temps en temps, il y a des petits pièges on vous donne des valeurs qu'il ne faut pas utiliser. Généralement, on ne le fait pas. Mais en fait, on est sur une structure chimique qui est la même, sur une molécule organique. On nous donne un delta HF. On se dit, OK, c'est la même structure, sur une molécule organique cristalline. OK. On dit que c'est le 100% cristallin du polyéthylène associé. C'est le début, Jessica. En fait, sur les 5 premières lignes, là, c'est les pièges des unités. Et après, on en est juste au niveau de dire que notre cristallinité qu'on nous demande à la question 1, on le calcule avec le delta H qui est dans le tableau et on divise par l'enthalpie de fusion du Dautriantane. Est-ce que je peux changer de page, les loulous? Ça marche. Ouais, Momo. Dernière question, je sais que j'en pose beaucoup. Dans l'exo, quand il parle de la chaleur de fusion du moi j'arrive pas à le prononcer, Dautriantane, pardon, comment on est censé savoir que ça ressemble, enfin, c'est une structure linéaire? Parce que, en fait, quand tu regardes ta structure chimique, là, tu es dans du CnH2n plus 2. Donc, tu es forcément en alcane. Non? Forcément ce réflexe-là, donc c'est pour ça que Ça va bien. Donc, ouais, on est censé retrouver le N avec les deux valeurs de H et de C, quoi. C'est comme ça qu'on peut. Ouais, c'est ça. Ouais, merci Olivier. Donc, on calcule nos trucs là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a les delta H. Et donc, on calcule la cristallinité en faisant delta HF sur mon 270 puissance 3. Et là, d'ailleurs, mes loulous, là, ça doit vous tilter. J'ai une enthalpie de fusion de la molécule organique 100% cristalline qui est en 270 puissance 3. Donc là, ça doit vous alerter en disant « Ah, effectivement, du coup, ce qu'on me donne dans le tableau, c'est en 10 puissance 3. » Parce que sinon, on est dans les choux. Si vous faites 244,9 fois 10 puissance moins 3 divisé par un truc qui est en 270 10 puissance 3, vous êtes à la ramasse en taux de cristallinité. Une cristallinité, on est dans un pourcentage. Donc, même si vous faites l'erreur à t égale 0, vous récupérez votre erreur parce que vous dites que ce n'est pas logique. Ouais, Olivier. Ouais, c'est ça, on peut pas avoir on peut pas avoir un taux de cristallinité aussi bas, quoi.
C'est ça. Enfin, si vous faites ce calcul-là, vous êtes à 0,000, je ne sais pas combien. Ouais, mais quand on est à fond dedans, on est à fond dedans. Ouais, mais du recul, du recul. Ouais, mais recul dans un partiel de 2 heures, voilà. Voilà. Je vous apprends ça aussi. Les TD, c'est aussi ça. Vous nous apprenez tellement de choses, madame. Ouais, je suis sûre. Alors, du coup, on se retrouve sur ces valeurs-là. Donc, si vous restez en pourcentage, vous êtes sur du 91%, 52, 44%. OK? On arrondit, ouais, parce que bon, déjà là, c'est déjà pas mal. Vous êtes avec qui, Olivier? Vous me l'avez déjà dit, mais je ne me rappelle pas. Je suis avec madame Vollet. Ok. Je me plains pas. Ah, elle va vous apprendre aussi beaucoup, madame Vollet. J'en doute pas. Pas de panique. J'en doute pas. Ouais. Qui avait demandé? Ouais, Momo. Du coup, vous connaissez tous les profs de la fac d'Evry ou pas? Parce qu'on a des tuteurs. Ouais. Parce que moi, j'ai un tuteur que j'ai jamais vu, jamais rencontré. C'est qui? Monsieur Faïd. Ouais. Faïd quelque chose. Félix Soufi. Comment? Félix Soufi? Ouais, sûrement. J'ai pas retenu après. Ah, c'est cet après-midi, tu as intérêt à être calé. Hein. Vous êtes dans les bétons? Absolument pas. Vous êtes dans quoi, vous? Je suis dans dans la métallurgie. Je suis dans les rails. Alors, retrouvez le nom de votre tuteur. C'est le même qu'Héliodore? Ah ouais, d'accord. Okay. Ça va bien se passer. S'il y a besoin, je suis là. Bon. Donc, on a les taux de cristallinité. Non, sans déconner, s'il y a besoin, je suis là. OK? Donc, on a les taux de cristallinité à partir des chaleurs de fusion. Bim. Ça, c'est bon. Après, alors justement, la question, c'est de savoir les masses volumiques des zones cristallines et des zones amorphes. Alors, il y a un truc qu'on ne vous a pas donné en cours non plus, mais que je vous donne maintenant. Non, mais Hélio, Momo et tout ça, et peu importe qui, en fait, on est là. OK? On est vraiment là. Donc, un truc qu'on ne vous a pas donné en cours et que je vous donne maintenant parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, j'entends déjà Florent râler. Ou Olivier me dire mais ça on est ça sur d'où, ça vient d'où, ta. Si vous en avez besoin, on vous le donnera. Ok? On se connaît, hein? On commence à se connaître. Donc, ok. Donc ça, c'est, vous l'admettez. On vous le donnera si vous en avez besoin le jour J. OK? Et pourquoi qu'est-ce que je veux dire? Il va falloir un petit peu magouiller l'affaire parce que du coup, on nous demande de déterminer graphiquement ρA et ρC, sachant que dans le tableau, on me donne ρ. Yes. Du coup, je fais un petit peu bidouiller l'équation en me disant, je vais peut-être trouver un truc
qui va me permettre de simplifier l'affaire. Ouh là là, attention là. C'est quoi le nom de cette... Il n'y a pas de nom. Ouais, c'est pas mal ça, Xavier. C'est bon. Oui, vous dites pas que des trucs inutiles. Merci, madame. Alors, ok, je suis paumée. Non, c'est bon. Ok. Tac. Donc, du coup, je vais me retrouver avec un rho C, rho sur rho, rho C moins rho A. Rho C moins rho C, rho A. Oula. Sur rho, rho C moins rho A. Donc, je peux simplifier par rho la première partie, là, puisque je l'ai en haut et en bas. Le premier qui fait une remarque sur la façon d'écrire rho, il s'en prend une. Donc, j'ai une cristallinité. Non, parce que je vais m'en rappeler. Donc, quand on va se voir en petit groupe, je vais m'en rappeler. Donc, pourquoi je l'écris comme ça, cette équation? Ok, Xavier. Oh là là! Pourquoi je l'écris comme ça, cette équation, dites-moi? Ouais, Xavier. Pourquoi vous faites l'équation alors qu'ils nous disent déterminer graphiquement? On a juste à poser notre graphique et à relier le haut et le bas, enfin, les taux de cristallinité pardon, à 100% et à 0%. Je me suis peut-être perdu. Ouais, ouais, mais parce que tu fais l'hypothèse que tu as quand même une relation entre... Parce qu'une fois que tu vas... Ah oui, j'ai jamais pensé à ça. Enfin, Bah ouais, c'est bien ça. parce que moi, je trouve 0,855 pour le taux de Amorph. Oui, tu as raison. En fait, c'est bien ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de la formule et tu as le résultat. Oh, je suis tellement Bien vu, refait. bien vu, mon gars. C'est clair que c'est une bonne idée, ça. Putain, ça fait combien de temps que je fais cette idée et c'est la première fois qu'on me donne cette idée géniale. Ok, je vais répéter en fait ce que vient de dire Xavier et qui est super intéressant. En fait, ce qu'il a fait, c'est il a dit ok, ben j'ai ma cristallinité et j'ai ma masse volumique. Donc, tu as tracé cristallinité en fonction de la masse volumique directement, du coup. Oui, du coup. Ok, ça marche. Donc, il dit, ben, tiens, je vais tracer la cristallinité en fonction de ma masse volumique. Ok. Alors, du coup, il faut que je le fasse dans le bon sens. Ça descend ou ça monte? Ça monte. Ça descend ou ça monte? Ça monte.
Ça monte. Non, ça monte. Enfin, attendez. Ah non, moi, Voilà. j'ai fait l'inverse. J'ai fait la masse volumique en Y et en X, j'ai mis le taux. Ok. Mais je trouve quand même les résultats. Faites gaffe révisez vos lettres grecques, hein, parce que θ au lieu de eta, qui, enfin, c'est un peu, si on veut se comprendre, il faut un peu se caler sur les lettres grecques. Donc, l'ami Xavier nous dit, ben, tiens, moi j'ai tracé la masse volumique en fonction de la cristallinité. Et en fait, ce que je me suis dit, je parle au nom de Xavier, hein, ce que je me suis dit, c'est que à 100% cristallin, j'allais avoir mon rho cristallin, et à 0% de cristallinité, je vais avoir ma masse volumique amorphe. Et banco, vous n'avez même pas besoin de l'équation que je vous donne. Mais du coup, j'ai pas compris l'équation, moi. Vous n'avez pas compris quoi? J'ai pas compris l'équation, du coup. Alors, l'équation, je vous la tais. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est je traçais ma cristallinité en fonction de 1 sur ρ. Je calculais ma pente, je calculais mon ordonnée à l'origine, et en divisant l'un par l'autre, j'avais ρ1. Ben ouais, carrément. Carrément. Ouais. Alors, Alice a demandé la parole à un moment donné, elle a retiré. On est bon? En fait, le truc, c'est que ce que je comprends pas dans votre équation de x, c'est que c'est pas égal à l'équation précédente. Donc d'accord, je comprends bien qu'on marque la pente, etc. Sauf que s'il n'y a pas les parenthèses, bah, c'est pas égal parce qu'il manquera un ρ à l'équation pour le b. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on met pas des parenthèses pour mettre le 1 sur ρ en facteur, du coup, ce serait pas égal. Si, parce que là, tu veux dire... Attends, là, tu veux dire je vois pas votre... Attends. Là? Oui. Ben, en fait, là, on est d'accord, c'est comme si j'avais 1 sur ρ fois le reste. Oui, mais du coup, pour l'autre fraction, celle avant, il n'y aura pas le ρ si on ne met pas de parenthèse. Alors, je pars de là, d'accord, ouais. Et je simplifie par ρ. Ah, d'accord, ok. Ça marche? Le ρ qui s'est retiré. Oui, merci. Mais en fait, ça m'illumine, Xavier. Vous avez illuminé ma journée. J'ose le dire. Ouais, Momo. Petite question par rapport à la courbe que Xavier a proposée. Il prend quel point pour comme ça s'appelle, pour ρ et pour le taux de cristallinité? Je veux dire, parce en fait, il prend les 5 points, Momo. Il prend les 5 points. Il dit, tiens, 44%, c'est 918. D'accord. Ok, donc on prend les 5 échantillons différents et on fait une même courbe avec. On est d'accord? Ouais. D'accord. Exactement. Et vous faites tendre cristallinité égale à 0 et cristallinité égale à 100%. Ok, merci. Et une petite dernière question. Du coup, on aura le ρ de la partie amorphe. Ça correspondra à l'ordonnée à l'origine de sa droite. Alors, ça correspondra à la valeur qu'on... Oui, à l'ordonnée à l'origine. Oui. Ok, merci. Et donc, tu me dis combien tu as trouvé, Xavier? Je trouve 0,855 en ρ amorphe et en ρ C, je trouve 1,005, mais c'est approximatif du coup. Non, c'est bien parce que par le calcul, j'ai mis le 3 et
et 859, donc on est bon, hein. Ouais, Jessica, c'est ça. Alors, l'unité, je ne me plante pas dans les unités. Tac, tac, tac. Gramme. Gramme par mètre cube. Ouais, carrément. C'est cool. C'est cool. Est-ce que c'est... Alors, je pense que je me mets là. Donc, c'est 855 kg. Ouais, Iman, c'est ça. Alors, vers l'infini, non. La valeur à 100%. C'est qui? C'est Nathalie? Jarou? Elle sait déjà. Toujours. C'est des 10. Alors, juste parce que depuis tout à l'heure, je bug sur le truc là. En fait, c'est 855 kg par mètre cube et 1005 kg par mètre cube. Ok, on est bon là-dessus? Yeah. Est-ce que je peux passer à la page suivante? Alors, là, on n'est plus sur une détermination graphique des masses volumiques amorphes et cristallines. On est sur de la cristallographie. Parce qu'on vous dit, donc, le polyéthylène a une maille cristalline de type orthorhombique. On vous donne les trois paramètres A, B et C de cette maille et on vous dit il y a 2 motifs monomères par maille. Et donc, on calcule la masse volumique des zones cristallines. Alors ça, donc, la masse volumique cristalline, ça va être égal à la masse sur le volume. Sur une maille orthorhombique, c'est quoi le volume de la maille? Alors ça, je ne sais pas quand est-ce que vous avez vu ça. A fois B fois C, ouais, ça c'est cool. C'est ça. A fois B fois C. Et donc, au niveau de votre masse, si on veut être calé au niveau des unités, etc., on vous dit il y a 2 motifs monomères par chaîne. Donc, ça va être 2 fois la masse molaire de l'unité de répétition divisé par le nombre d'Avogadro pour avoir une masse. Yes.
Et donc là, il ne faut pas se merder. Pour être homogène et tout, pour trouver un truc en kilogrammes par mètre cube, il faut se mettre en kilos sur la masse molaire du motif. Alors, je ne devrais pas mettre ça. M0 du coup. Hein. Masse molaire de l'unité monomère du polyéthylène. Donc, je vais avoir 2 fois masse molaire du polyéthylène, CH2, CH2, donc 2 fois 12 plus 4 fois 1, ça nous fait 28. Je le mets en kilos. Donc, c'est 2 fois M0 PE polyéthylène sur Na nombre d'Avogadro. Ça marche. Donc, 2 fois 26 10-3, 28 10-3, pardon, sur mon nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. Fois A fois B fois C que je mets en mètres. Donc, comment je passe d'un nanomètre en mètres, Mokhtar? 10 puissance moins 9. Ouais, nickel. Donc, 0,74 moins 9 fois 0,493 10 puissance moins 9 fois 0,253 fois 10 puissance moins 9. Kilogrammes par mètre cube. Dites-moi tout. Ça vous donne quoi? Florence, ça te donne quoi? Exact. Ça marche. Donc, on a calculé, on a déterminé graphiquement la masse volumique des zones cristallines. Donc, par méthode graphique, ça nous a donné 1005. Si on part sur un calcul de cristallons, on trouve 1007. Qu'est-ce qu'on en conclut? À votre avis, c'est le même résultat? Ben non, c'est pas lourd. 1007 et 1005, on est d'accord que c'est équivalent. Ouais. On est d'accord, Jules. Quelle que soit la mesure, que ce soit par détermination graphique et par la maille cristalline, on a la même chose. OK? Ouais. Momo, je t'écoute. Petite question par rapport à M pour le
pour le M0, enfin, ça correspond à quoi du coup? Le M1. À la masse molaire de l'unité monomère. D'accord. Et on prend 2 fois, pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il y a 2 motifs monomères par maille. Ah, ça veut dire que je n'ai pas lu jusqu'au bout. Donc, autant pour moi. Alors, c'est vrai que ça, c'est important hein, aussi pour vous, là. Lisez bien l'énoncé et lisez tous les exercices pour savoir lequel est plus accessible et rapide pour vous. Le jour de l'examen, vous passez déjà 3 minutes à lire tous les exos pour savoir par lequel vous commencez. Ça paraît évident comme ça, mais souvent vous attaquez direct. Ouais, Momo. Par contre, vous pouvez parler de la méthode de Xavier après le partiel. Comme ça, on nous laissera le temps de faire le pseudo-calcul alors qu'on peut faire directement par graphique et on gagnera un petit quart d'heure, s'il vous plaît. Marche. Marche. Alors, juste dernière question là de cet exercice-là et on en aura fini pour aujourd'hui. On nous dit les fabricants signalent que le pôle... Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est une question de master qui est de mettre en relation la structure et les propriétés et la voie de synthèse et les propriétés. Donc, ça c'est bon ça. Les fabricants signalent que le polyéthylène numéro 1 est synthétisé par voie Ziegler-Natta, alors que le 5 est synthétisé par voie radicalaire. Les masses molaires moyennes sont comparables. Ça marche. Commentez les résultats des précédentes questions à partir de ces indications. Et en fait, notamment, discuter de la cristallinité des différents échantillons. Qu'est-ce que vous pouvez me dire quand on fait de la radicalaire? Qu'est-ce que vous avez retenu sur la période 1? Il y a quelqu'un? Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est exactement ça. Quand vous faites de la radicalaire, on est d'accord qu'il y a plein de transferts. Il y a plein de choses qui se passent qui fait que vous avez des ramifications. Donc, des irrégularités dans la structure, donc une faible cristallinité. Même si on n'a pas... Est-ce qu'on vous a parlé de Ziegler-Natta déjà? Je ne suis pas sûre hein, que Madame Jarot ait eu le temps. Ouais, on connaît le nom. En fait, Ziegler-Natta, ayez en tête que au niveau de Ziegler-Natta, il y a beaucoup plus de contrôle que par voie radicalaire. Donc, il y a beaucoup moins d'irrégularité, d'accord? Donc, voie radicalaire, irrégularité, réaction de transfert, ramification, tout ça, c'est des mots-clés, hein, d'accord? Irrégularité, ramification, réaction de transfert, qui fait qu'on a donc des ramifications. Ouais, je reviens à ça, Aurélien, dès que j'ai fini la question 4, ok? Donc, irrégularité, ramification, donc faible cristallinité. Parce que irrégularité. Par contre, en Ziegler-Natta, on contrôle un peu plus les choses. Donc, on a quelque chose qui est régulier. Et donc, qui dit régulier, dit possibilité d'interaction entre les chaînes et donc d'avoir des hautes cristallinités. Et comme par hasard,
Le 5, on vous dit, on l'a synthétisé par voie radicalaire, il est à 44%. Et le Ziegler-Natta, le 1, on l'a fait par Ziegler-Natta, il est à 91%. Banco, on est cohérent. Très bien, Florent. Je suis super contente. Eh, ça a claqué ce matin. Hein. Alors, Aurélien, est-ce que vous pouvez juste réexpliquer les valeurs au dénominateur à la question 3? Numérateur, dénominateur. Donc, en bas. OK? Donc, c'est A fois B fois C. C'était paramètres de maille. Et comme on veut une masse volumique en kilogrammes par mètre cube, je les ai mis en mètres. Mais où on les connaît? On a lu l'énoncé. Ça, c'était facile. Ça va. C'est pas grave. Ouais, Momo. J'ai pas trop bien compris l'explication de la question 4, s'il vous plaît. Alors, je reprends. On nous dit en fait le polyéthylène 1, il est synthétisé par Ziegler-Natta et le 5 est synthétisé par voie radicalaire. Même si vous n'avez jamais entendu parler de Ziegler-Natta, vous avez entendu parler de la voie radicalaire. Et ce qu'on en a dit de la voie radicalaire, c'est qu'on avait un certain nombre de réactions de transfert. Donc, on avait des irrégularités de structure, qu'on avait des ramifications. Et le fait qu'on ait des ramifications, au niveau des interactions et des zones cristallines et compagnie, ça ne peut pas s'organiser. Ou ça ne peut pas bien s'organiser. Donc, le fait d'avoir une chimie par voie radicalaire fait que vous n'avez pas de régularité dans la structure et que donc votre cristallinité est faible. Et si vous regardez le polyéthylène 5, la valeur de la cristallinité qu'on vient de déterminer, c'est 44%. Donc, c'est logique. Après, Ziegler-Natta nous dit on est dans un contrôle un peu plus de la polymérisation. Donc, globalement, nos polyéthylènes ne vont pas avoir de ramification. Et donc, il va pouvoir avoir une organisation entre les chaînes avec des zones cristallines beaucoup plus importantes. Et donc, Ziegler-Natta va nous permettre d'avoir une cristallinité plus grande. Et ça tombe bien parce que dans le calcul, on trouve que notre masse, que notre cristallinité, elle est de 91%. Donc, on est cohérent. On a une cohérence entre la chimie et les résultats qu'on obtient. Excuse-moi, quand vous dites masse de cristallinité, enfin, c'est le pourcentage sur le polymère entier de zone cristalline. Ouais. Ça, je sais pas. Honnêtement, Mokhtar, je sais pas. Mais on ne peut pas accéder à du 100% cristallin. Enfin, aucune méthode, on a du 100%. Aucun polymère n'est 100%. Mais je ne sais pas jusqu'où on peut aller en... Est-ce que je peux arrêter l'enregistrement ?